Kfar Capharnaüm en français. Si je traduis, on pourrait dire bazar, balagan, quelque chose qui manifestement est mal rangé, sans dessus-dessous, qui interpelle, un petit peu comme la chambre de nos adolescents. On est au bord du lac de Tibériade, et au nord d'Israël, près du Kinneret, donc le lac de Tibériade. En arabe, le site s'appelle Tel Houm. Kfar Nahum, on entend le Nahum, Houm en arabe. Et en latin, Capernaum, c'est un village de pêcheurs, mentionné énormément dans les évangiles, et il a fondé effectivement l'histoire des premiers chrétiens, un site de 6 à 10 hectares et un village de 1700 personnes à l'époque du Deuxième Temple. Les fouilles archéologiques qui sont déroulées à Kfar Nahum ont révélé une énigme pour les archéologues, notamment une synagogue, dont on ne sait pas vraiment si c'était une synagogue ou une église. Une église ou une synagogue. On sait que les gens qui l'ont fréquenté étaient bien évidemment des juifs. On est dans cette période du Deuxième Temple, juste avant la destruction du Temple. Une époque où la Judée est agitée entre les pharisiens, les esséniens, les zélotes, il y a vraiment, les juifs se disputent, et on sait qu'il y a un juif, que les chrétiens appellent Jésus, le Christ, qui prêche en Galilée, comme beaucoup d'autres rabbins prêchent, avec des élèves qui le suivent. Et pour une partie du monde chrétien, Capharnaüm, c'est la cité du Christ. Et donc pour nos amis catholiques, romains par exemple, ceux que la religion dominante en France, même si on a beaucoup de protestants également et quelques orthodoxes, eh bien Capharnaüm va être identifié comme la ville du Christ. Pour les archéologues, revenons à l'archéologie, le site est détruit en 746 par un tremblement de terre. On est le long de la faille syro-africaine et un tremblement de terre va détruire complètement le site. Pour les archéologues, c'est extraordinaire parce que le temps va recouvrir le site et le protéger des intempéries, des pilleurs d'antiquité, et surtout, il n'y a pas de reconstruction au-dessus du site. Ce qui veut dire que quand les archéologues vont venir avec leur technologie, leur technique, leur méthode, ils vont tamiser la terre, redescendre, trouver les structures et trouver énormément d'artefacts, énormément d'objets archéologiques à qui ils vont donner du sens. Le site est redécouvert en 1838 par un grand archéologue, Edward Robinson, qui a donné son nom à l'arche de Robinson à Jérusalem, pas loin du Kotel. Et il s'interroge énormément sur cette synagogue. Si on situe un petit peu sur cette carte le site de Capharnaüm, on voit très bien la Via Maris, la voie antique qui longe le bord de mer, qui était une voie absolument essentielle pour le commerce et les échanges, mais aussi une voie militaire. On voit la route des rois, qui est un peu plus à l'est et qui est parallèle à cette Via Maris, qui est aussi une route fondamentale au niveau des commerces et des échanges. Et on voit qu'on peut relier effectivement sur ces deux routes avec Capharnaüm, qui va être un point de jonction de ces deux voies antiques. Il y avait donc un poste de douane là-bas. Cette synagogue, elle est construite en bloc de calcaire avec du basalte sur le site. Le basalte, on sait que c'est une pierre très dure qui vient du Golan. Et on est frappé, pour un village de 1700 personnes, par la splendeur de cette synagogue. Ça veut dire que forcément, les Juifs qui l'ont érigée, eh bien, étaient très très riches. Et l'explication, c'est ce poste de douane, d'ailleurs la présence d'une garnison romaine, et bien évidemment, le commerce enrichit la population de l'époque, qui a eu les moyens de construire cette synagogue absolument incroyable. Cette synagogue, on l'appelle la synagogue blanche. Elle a été fouillée par les franciscains, des archéologues franciscains, dans les années 1860. Et on a trouvé énormément de monnaies qui ont permis de dater précisément le site, des poteries, datées du IVe siècle. Et tout est construit en pierre de calcaire, d'où le surnom de la synagogue blanche, parce qu'effectivement, au soleil, au bord du lac, elle est absolument resplendissante. Ces fondations, qui se voulaient très solides, sont en basalte, une pierre lourde, dure, et qui a été amenée du Golan, ce qui renseigne à nouveau sur la richesse des habitants. Ces dimensions, pour l'époque, sont absolument remarquables. On a un rectangle de 24 mètres, 25 mètres sur 18 mètres, donc des dimensions très importantes. Le plan est identique, et en archéologie on fait beaucoup ça, on compare avec des synagogues similaires, à deux synagogues antiques, l'une qui s'appelle Chorazim, datée aussi du IVe siècle, à 4 km au nord de Capharnaüm, et une de Barham, au nord de la Galilée, bien plus loin, qui est datée, elle, du IIIe siècle. Et donc, ce qui veut dire qu'à l'époque, les architectes qui construisent des synagogues, eh bien, se parlent, ce sont peut-être les mêmes architectes qui voyagent de Chorazin à Barham et qui vont créer cette synagogue et la faire sortir de terre.
Sa splendeur interpelle les chercheurs. On peut distinguer à l'intérieur 12 piliers. Donc on est un peu comme dans le temple de Jérusalem. Bien évidemment, l'Arche Sainte est dirigée vers Jérusalem, vers le sud, puisque en Galilée on est au nord d'Israël, et donc bien évidemment l'Arche Sainte donne vers Jérusalem, vers le lac et vers Jérusalem. L'ouverture est magistrale, il y a 3 portes qui donnent vers le lac et donc vers la ville sainte, la capitale à l'époque de la Judée, la capitale, le cœur du peuple juif. Parmi les découvertes notables au niveau archéologique, j'ai envie de vous en mentionner quelques-unes. L'une d'elles, c'est une cache de pièces contenant entre 400 et 1500 pièces entre le bronze et l'argent, qui ont été datées du IVe siècle après Jésus-Christ, à l'époque de Constantin. Donc on est finalement au maximum au 7e siècle, et ça correspond exactement à la destruction en 746 du site par un tremblement de terre. On a des choses étonnantes. Par exemple, sur cette pierre de basalte qui est sculptée, on a un visage. C'est étonnant parce que dans le judaïsme, on n'a même pas de visage. On est dans un village de juifs. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une allégorie pour le lion de Juda? Est-ce que c'est parce que dans les cheveux, on pourrait penser que c'est une crinière de lion, donc mi-homme, mi-lion, et donc une référence à la tribu de Juda. Est-ce que c'est tout simplement une méduse inspirée de la mythologie grecque? En tous les cas, cela démontre une ouverture sur le site des habitants, des juifs de l'époque, à une culture beaucoup plus large, puisque ce linteau a été intégré dans la synagogue de Chorazin, juste à quelques kilomètres du site. À Barham, on a aussi une synagogue, donc à nouveau une comparaison, et on va y trouver à peu près les mêmes époques, et avec aussi du basalte et du calcaire. Si on revient sur les trouvailles trouvées à Capharnaüm, à Kfar Nahum, on a ici quelques objets que je voudrais mettre en valeur. Sur cette première pierre, on y voit 2 grenades. Vous le savez, la grenade est à l'époque un symbole juif, le symbole du Nouvel An. C'est un des 7 fruits par lesquels la terre d'Israël est bénie. Et donc on n'est pas étonné de trouver dans les synagogues antiques la présence de la grenade gravée dans la pierre. Plus étonnant, cette Magen David. Dans les conférences précédentes, on a évoqué la Magen David, qui est aussi le sceau de Salomon et qui est aussi un symbole pour les musulmans. Pour les juifs également, on a cette Magen David présente sur le site de Kfar Nahum. Peut-être l'émotion des chercheurs a été la plus importante quand ils ont découvert cette pierre, et on distingue très nettement des roues, une sorte de temple portatif, comme un mishkan portatif. Avant que le temple de Jérusalem ne soit érigé, le premier temple, et ensuite le deuxième temple, les Juifs avaient un mishkan, un tabernacle. Et là, on a une représentation d'un temple portatif, donc tourné vers Jérusalem, avec à l'intérieur les tables de la loi, peut-être la menorah, et c'est une pierre absolument unique, une découverte de Capharnaüm, qui est visible sur le site, dans les linteaux qui sont exposés juste avant de rentrer dans la synagogue. Enfin, j'ai fait ici un agrandissement sur cette photo d'un arbre qui orne le linteau supérieur d'une des 3 portes qui permet de rentrer dans la synagogue. Qu'est-ce qu'on y voit comme arbre? On y distingue un palmier. Le palmier, la date, est aussi un des symboles de la Judée. Par exemple, dans la pièce Aelia Capta, la Judée captive, quand les Romains vont frapper des pièces pour dire que la Judée est captive, que le temple est détruit et que les Juifs sont emmenés en esclavage, on voit une Juive pleurer un Romain dominant, il est sous l'ombre d'un palmier. Okay, la date. Et donc ce palmier, c'est un des symboles aussi de la Judée, de la royauté et de l'indépendance, un symbole national. On a sur le site, bien évidemment, des reliefs de chapiteaux corinthiens, on a des feuilles de vigne, toujours un fruit saint de la terre d'Israël, des figuiers, des motifs géométriques et des aigles, comme on en a encore aujourd'hui dans le Golan. Peut-être l'intérieur de la synagogue, 2 mots. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a 2 rangées de doubles banquettes qui courent comme des bancs le long des parois de la synagogue. Et donc on était finalement assis dans cette synagogue, un peu comme dans les synagogues séfarades aujourd'hui, comme on les trouvait à Salonique en Grèce, ou en Turquie, ou dans le rite séfarade d'Espagne, où on n'est pas assis en randonnion comme dans une église devant l'autel, devant l'Arche Sainte, mais on est plutôt circulaire, avec la teva qui est au centre, et les gens se voient, et ce type d'architecture avec ces bancs est absolument typique
de cette époque, de ces synagogues de l'époque, et donc ces bancs ont été conservés de manière intacte. Les 12 piliers sont visibles, ainsi que ces bancs où le Kahal, l'assemblée, s'asseyait. La synagogue avait une fonction bien évidemment liée aux prières, mais c'était un bet à Knesset. C'est-à-dire qu'un Knesset en hébreu, Knessia, c'est une église, on s'y réunissait, on y gérait bien sûr les affaires de la communauté, on y étudiait la Torah, on a vu qu'il y a un énorme Beth Midrash qui est contigu à la synagogue. On sait qu'il y avait un deuxième étage également. Est-ce que c'était un étage de femmes? J'irai pas jusque-là, aucun archéologue n'irait jusque-là, mais on sait qu'il y avait un deuxième étage sur ce bâtiment qui était monumental. On trouve également dans le Golan des synagogues avec 2 étages. En conclusion, les amis, je peux que vous inviter, par le biais soit des voyages de la Fondation Israël Archéologie, soit par vos propres voyages en Israël, à visiter ce site. Malheureusement, beaucoup de chrétiens visitent le site, pas assez de juifs. Je suis content que les chrétiens visitent le site, mais c'est dommage parce que pour les juifs, c'est un site absolument clé de la période du Deuxième Temple. Et puis en même temps, c'est un site qui donne à réfléchir, qui nous permet de faire des jonctions, qui nous éduque à la tolérance, qui nous fait poser des questions, ce qui est toujours très intéressant. C'est un site qui est dans un cadre naturel au bord du lac absolument remarquable. Je vous conseille d'ailleurs d'aller au bord du lac, de vous asseoir sur les bancs, et puis de méditer au temps qui passe, à l'histoire, à l'archéologie. Voilà, à bientôt.